Monseigneur, bonjour. Je vous remercie de m'accueillir au château de Lignières. Et je voudrais vous poser quelques questions sur l'actualité, notamment sur l'actualité politique. Comment jugez-vous aujourd'hui la situation de notre pays? La situation de notre pays dépend des régimes dont nous sommes victimes et des majorités successives qui sont les coupables. On critique beaucoup la majorité actuelle, on oublie de dire que la majorité actuelle ne fait que surfer sur les erreurs de la majorité précédente, avec quelques fantaisies en plus, dont certaines sont presque folkloriques. Les événements actuels ont fait qu'une loi est passée, par exemple, sur le mariage pour tous, qui est une bénédiction, pas le mariage pour tous, mais une loi aussi absurde a pu permettre une réaction que nous n'espérions plus des Français. Et nous avons vu plus d'1 million de personnes défiler dans les rues et se découvrir entre eux. Cette manifestation, due à cette loi, a provoqué certainement une rencontre de personnes qui ne se connaissaient pas, mais qui ont connu une même réaction, une même réflexion sur l'absurdité des lois et sur celles qui, trop souvent, nous détournent de nos traditions profondes et de notre raison d'être principale. Je me réjouis d'ailleurs que le pape ait fait une remarque indirecte sur ce sujet dernièrement. Mais beaucoup de jeunes, qui encore une fois ne se connaissaient pas, se sont retrouvés et ça forme maintenant une structure qui ne sera beaucoup plus difficile de diluer comme on a essayé de le faire avant. Donc, la situation, la politique intérieure française est catastrophique naturellement, mais l'absurdité de certaines décisions, celle de notre garde des Sceaux qu'elle prévoit actuellement sur la réduction des peines, sur la libération des coupables, qui sont définis comme coupables, en prétendant que même ceux qui recommencent 2 fois ou 3 fois auraient des droits à être en liberté, peut amener certainement une provocation très profonde des Français quant, encore une fois, à l'absurdité de certains excès juridiques. C'est donc une bonne chose. Je préfère que ce soit la gauche qui présente ces lois qu'une droite qui l'aurait fait de façon plus hypocrite, mais encore plus perverse. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, paradoxalement. Alors, suite à ce que vous venez de dire, j'aurais 2 questions, si vous me permettez, pour me faire un peu l'avocat du diable. C'est l'intérêt de cette discussion, pour pas toujours aller dans votre sens, qui est une espèce d'interaction, de contradiction. Ma première question, c'est est-ce que ces manifestations sont efficaces, politiquement parlant? Est-ce que aujourd'hui on s'aperçoit que la loi a été votée et la loi n'a pas été abrogée? Donc ma première question, c'est est-ce qu'il y ait 1,5 million de Français ou 500 000 ou 3 millions, est-ce que c'est efficace politiquement? Et ma deuxième question, qui va peut-être plus vous intéresser comme vous êtes royaliste, est-ce qu'on est sûr aujourd'hui en tant que Français que si dans notre pays les descendants de Louis XVI régnaient sur le pays, est-ce qu'on est sûr que si nous étions dans une monarchie, si nous avions été dans une monarchie catholique, est-ce que nous n'aurions pas eu les mêmes lois antinaturelles? D'une part, il n'y a pas de descendants de Louis XVI. Admettons. Mais on peut descendre de Charles X ou d'autres de ses frères ou cousins. Le problème de la monarchie française dans son institution prioritaire et principale, c'était que nos institutions qui correspondent aux lois fondamentales du royaume par la suite, considéraient le monarque comme souverain. Souverain sur le plan juridique, comme sur le plan moral. Sur le plan juridique, comme sur le plan institutionnel, comme sur le plan disons, législatif. Bien sûr, le roi avait des conseillers, et les premiers parlements français
avaient été réunis pour conseiller le roi, pas pour s'opposer à celui-ci. Cette position qui était essentielle à la création même de la monarchie française capétienne, il ne faut pas oublier que les Capétiens ont inventé la France. La France existait peut-être avant les Capétiens, mais de façon diluée, de façon dispersée, de façon désarticulée. Et c'est Hugh Capet, bien sûr, et ses successeurs, qui ont fait de la France un État, un espace totalement en communion. Il y a donc une sorte de conjonction, de symbiose entre le peuple et le souverain, entre le souverain et le peuple, qui n'est pas due seulement aux institutions, mais due à l'essence même de la naissance de la France. Pardon de vous couper, mais entre 989 et la Révolution française, oui. Les historiens comptent à peu près entre 6000 et 9000 jacqueries. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des révoltes. La révolte est une chose, la révolution en est une autre. Les révoltes, il y en aura toujours. De toute façon, nous ne connaissons pas un consensus total et universel qui pourrait permettre à tout le monde d'être d'accord sur tout. Et le fait qu'il y ait eu des révoltes n'était pas toujours négatif, ça créait certainement une sorte de réflexion générale quant à la responsabilité politique. Le grand problème, c'est qu'on est passé de la révolte à la révolution, tout simplement. C'est-à-dire à la fracture entre le roi et la population, d'une part, et le charisme de la monarchie s'est momentanément éteint. Ce charisme était celui qui permettait que le roi était respecté à tous les niveaux de la société. Et vous arrêtez une seconde parce que c'est... cette brisure a été voulue d'une façon extrêmement consciente et organisée par l'Angleterre. L'Angleterre, dès la fin du XVIIIe siècle, s'apercevait que la France développait un crédit, un prestige, une sorte de satellisation de l'Europe. Et le mot de satellisation est important. Évidemment, ce n'est pas du goût d'Angleterre. Il faut imaginer qu'à ce degré et à ce niveau, à la fin de Louis XIV meurt. Le roi en Prusse, car il n'y a pas encore le roi de Prusse, le roi en Prusse réunit ses ministres et annonce « Messieurs, le roi est mort ». Il n'a pas dit le roi de France, il a dit le roi. Tellement la conception du roi de France s'imposait à tous les pays avoisinants, à tous les pays occidentaux. C'est tout à fait contraire aux ambitions britanniques. Il faut donc briser cette capacité de la monarchie française de s'imposer. Quand on pense que sous Louis XVI, la France était le pays le plus riche d'Europe, le plus peuplé d'Europe. Il fallait briser ça, et comme ils ont compris qu'on pouvait intervenir financièrement, on dit beaucoup que ce sont les encyclopédistes qui ont provoqué la Révolution. Un peu, à un certain niveau social, mais indiscutablement, c'est l'argent anglais qui a provoqué ce retournement de situation, profitant indiscutablement de la violence de certains leaders, anarchistes déjà à l'époque, parce que les institutions qu'ils ont fondées, la Révolution française, c'est l'institution la plus antithétique qui soit. Donc, ces certains leaders puissent s'exprimer, et indiscutablement, il y a eu, c'est vrai, l'encyclopédie, c'est vrai l'argent anglais, et probablement aussi l'héritage intellectuel et spirituel de Fénelon. Fénelon est plus nocif à la France que Jean-Jacques Rousseau ou un autre. Fénelon a écrit Télémaque. C'était une figure qui, sous Louis XIV, était considérée comme on dirait maintenant, un grand intellectuel. Le mot n'existait pas, mais la fonction, malheureusement, oui. Et très respecté qu'il était par le brillant de ses discours, il avait été nommé gouverneur du duc de Bourgogne par Louis XIV.
Quand Louis XIV s'est aperçu des méfaits de Fénelon sur le duc de Bourgogne, c'est-à-dire l'installation de scrupules totalement excessifs chez le prince ou chez le souverain, il a écarté Fénelon, mais trop tard. Le duc de Bourgogne était déjà très fragilisé par les scrupules que lui avait insinués Fénelon. Et puis il écrit donc Télémaque. Et qu'est-ce que Télémaque en fait? En deux mots, c'est le fiston d'Ulysse qui revient à bien des difficultés dans sa paroisse, si j'ose dire, avec une mer qui file et qui défile, enfin peu importe. Et la conclusion de tout cela, c'est qu'il essaie Fénelon de faire croire que les initiatives d'une personne, d'un individu, même serait-il un prince, sont insuffisantes par rapport au bon sens général d'une entité beaucoup plus multiple. Et c'est le bon sens de l'ensemble qui l'emporte par son intelligence sur l'initiative d'une personne. C'est ça le danger. Et c'est cela qui a perdu Louis XVI, qui a été l'élève, non pas de Fénelon, mais du duc de la Vauguyon, qui lui avait été l'élève de Fénelon. Et Louis XVI, qui est même beaucoup plus intelligent qu'on a dit, beaucoup plus lucide qu'on a pensé, était tout de même convaincu que le début de la Révolution, dans ses erreurs et dans ses violences, pourrait être, réduit dans son agressivité ou dans son agression par le bon sens général. On a vu le résultat du bon sens général. Donc la Révolution française, c'est un peu ça. Mais par rapport à ma question initiale, enfin, vous me permettez de revenir là-dessus, mais si aujourd'hui on avait un roi légitime, est-ce qu'on est sûr qu'on n'aurait pas eu l'équivalent? Il faudrait que le souverain, légitime ou pas, enfin que le souverain en tout cas, devrait vouloir s'écarter absolument du soi-disant opinion publique, de l'opinion publique. L'opinion publique a commencé à naître sous Louis XVI déjà. La guerre des États-Unis, la guerre de l'indépendance américaine, est le résultat indiscutablement d'une opinion publique qui a trop écouté Louis XVI. Et l'opinion publique maintenant s'impose soi-disant à tout le monde. Je vous donnerai un exemple qui vous fait rire un peu. Au moment dramatique de la deuxième invasion américaine en Irak, j'avais été plusieurs fois en Irak avant, je connaissais un peu le pays. Le Figaro m'a demandé, juste avant l'invasion américaine, le Bush fils m'avait demandé un article sur la situation en Irak. J'avais à peu près bien travaillé, essayé de bien travailler cet article, et j'avais intitulé cet article, de façon hélas prémonitoire, l'Irak de la diabolisation à l'exécution. L'article paraît, et je m'aperçois qu'ils ont changé le titre, avec une hypocrisie totale, et qu'ils avaient donné comme titre, évidemment, beaucoup plus sarcastique, les bonnes raisons de Saddam Hussein. Ensuite, l'article avait été désarticulé, et j'avais inscrit quand même dans cet article le fait que la première invasion de Bush père avait provoqué dans les 10 ans qu'elle avait suivi un véritable génocide d'enfants irakiens, du fait que l'embargo avait été terriblement néfaste, et l'embargo surtout du chlore qui nettoyait l'eau. Donc les enfants buvaient de l'eau qui était infectée et mouraient d'infection généralisée. Il y a eu près d'1 million d'enfants qui sont morts ainsi. Donc on peut parler de génocide quand il y a 1 million d'enfants qui meurent, et de personnes qui meurent. Et j'avais inscrit à ce million d'enfants, j'avais parlé de génocide, et j'avais précisé que c'était des chiffres de la FAO. Donc c'était une référence. Eh bien, ils avaient changé tout simplement. Ils avaient mis génocide 10 000 enfants. Supprimé de 0. J'ai quand même téléphoné au rédacteur en chef pour dire que je n'étais pas très content de cette mauvaise façon. Et il a eu le culot de me répondre, mais monsieur, et j'arrive à la question, mais monsieur, votre article n'allait pas dans le sens de nos lecteurs.
Comme cynisme, j'ai rarement entendu mieux. Mais alors, admettons, mais alors, si demain on a un roi de France, est-ce qu'il pourra gouverner le pays sans prendre en compte l'opinion publique? Vous savez, l'opinion publique se transforme terriblement vite, de toutes les façons. Je pense à ces Français qui étaient convaincus des concepts de liberté, d'égalité, de fraternité, mais surtout, quand je pense à l'importance que la France donnait, enfin que beaucoup de Français donnaient au Parlement et à l'autonomie et l'indépendance de la justice, avant que le général de Gaulle s'impose malencontreusement et ne publie l'article 16 de la Constitution, qui est l'article le plus dictatorial qui soit. Le président peut tout se permettre, donc créer, entre autres, des tribunaux d'exception qui ont exécuté les meilleurs officiers que nous avions. Vous comprenez donc que si les Français qui bavaient de plaisir de penser que la liberté, que l'égalité, la fraternité et que la justice s'imposait indépendamment du pouvoir, se sont laissés totalement emporter par ce gaullisme, qui maintenant sévit encore rétroactivement, parce que maintenant même les communistes utilisent le gaullisme quand il leur faut, ou De Gaulle quand il est en République. C'est normal, il faisait partie du CNR. Exactement. Donc c'est vous dire que l'opinion publique peut se transformer d'une façon extraordinairement rapide. Au prince de savoir faire la différence entre popularité et prestige. Mais justement, il faut qu'il respecte, il faut qu'il dynamise, il faut qu'il active son prestige et qu'il ne s'intéresse pas automatiquement à sa popularité. Vous me comprenez? Tout à l'heure, en privé, vous avez employé une expression que je trouve très belle. Vous parlez d'un souverain étranger, vous disiez que ça avait été un conservateur, François-Joseph, mais qui n'avait pas su dynamiser la tradition. Exactement. Pardon d'insister là-dessus, monseigneur, mais est-ce que vous pourriez donner de l'ampleur à cette réponse? Qu'est-ce que vous entendez par dynamiser la tradition? C'est assez simple, à mon sens. Le traditionnaliste, c'est celui qui recherche, le souverain, entre autres, qui recherche quel est l'élément, le moteur spécifique qui représente l'essence même du pays qu'il gouverne ou de la population dont il est le prince. Il faut qu'il découvre quel est son moteur profond, son essence spécifique, et qu'il maintient toujours une recherche de cette essence profonde pour permettre à son pays de continuer à se développer, non pas dans un progrès, le monde n'existe pas, dans un suivi historique. Mais c'est possible de saisir l'essence d'un peuple? Et à travers l'histoire, on la saisit bien. On la saisit parce que le peuple réagit selon des circonstances, selon des situations qui permettent au souverain de savoir comment il va réagir, il va s'exprimer sur des circonstances, des situations ou des lois. Je continue à tout sujet. Il doit donc savoir quelle est l'essence spécifique du peuple selon qu'il réagit et selon qu'il se rappelle de sa mémoire. Chaque pays a sa propre essence, son propre moteur. On ne peut pas comparer l'Espagne à la France, ou l'Angleterre à la France, ou l'Allemagne à la France. Ils ont des essences différentes. On peut les réunir d'une certaine façon, on peut les conjuguer, mais on ne peut pas les faire s'assimiler complètement. On ne peut pas complètement les confondre. Et c'est le mouvement pan-européen actuellement qui essaie de confondre tout. Et qui, en fait, qui provoque, disons, l'élimination des spécificités de chaque pays. Il faut respecter les spécificités de chaque pays. La différence, donc, entre le traditionnaliste qui recherche cette spécificité, l'active et l'amène à une dynamique constante, et le conservateur qui s'accroche à l'apparence, qui ne sait pas identifier l'essence, c'est, si vous voulez, d'une certaine façon, la différence entre un architecte et un décorateur. L'architecte connaît les fondements, l'essence, le moteur, les fondements de sa maison, lui qui connaît la couverture de sa maison, il veut respecter et ses fondements et sa couverture, pour qu'elle puisse se maintenir, cette maison, se conserver.
Le décorateur s'accroche à l'apparence, au tableau, au canapé, au fauteuil, c'est très joli, mais ce n'est pas ça qui va sauver la maison. Voilà la différence entre traditionnalisme et conservatisme. Mais pour en venir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la manifestation pour tous, vous avez dit, c'est très important, c'est parce qu'il y a eu 1,5 million de personnes dans la rue. Lorsque je vous ai posé la question de l'état des lieux, vous avez dit la situation aujourd'hui du pays, elle est un peu catastrophique parce que nous sommes dans un régime qui permet tout ceci. Aujourd'hui en France, si on s'en tient aux chiffres officiels, il y a grosso modo 65 millions d'habitants. Il y a une loi qui est votée, qui est mise en place par une nouvelle majorité, et cette loi déplaît à un certain nombre de citoyens. Ces citoyens organisent une manifestation et on s'aperçoit qu'il y a, en étant très gentil, on va dire même 3 millions de personnes. La question que je vous pose, est-ce que... Allez-y. Un briquet. J'ai passé. Merci beaucoup. Merci. Oui, d'accord. La question que je vous pose, c'est que quand vous dites que le pays va mal, est-ce que vous êtes sûr que les Français ont cet avis? Je veux dire, je ne vais pas raconter ma vie, mais cet été, je suis allé dans plusieurs provinces de France, à la campagne, dans l'Indre, en Vendée, etc. Les gens, quand vous leur dites que la situation va mal, je veux dire, ils ne voient pas l'immigration. Lorsque vous leur dites islamisation de la France, pour eux, ils ne voient pas de musulmans, pas de mosquées. Ouais. Et quand les gens de notre camp, au sens large du terme, s'enorgueillissent en expliquant qu'il y a 2 millions de Français et que c'est bien, en fait, moi, j'ai envie de deux choses. C'est premièrement, l'écrasante majorité des Français, les 58 millions qui restent, n'ont pas manifesté. Et surtout, lorsqu'on prend historiquement le passé, en proportion, lors de la Révolution française, il n'y a pas eu 1 million de personnes dans la rue, et ils ont réussi à faire tomber le système. On va reprendre par tronçon ce que vous dites, si vous voulez bien. Vous dites les gens... Ah oui. Vous dites que la moyenne des gens que vous interviewez non, pas que j'interroge, que je rencontre, au marché, au restaurant. Je trouve que le pays va bien. Vous êtes d'accord ou pas? Pas du tout. Vous ne connaissez pas les paysans. Les paysans, ça va toujours mal. Il pleut trop, ou il ne pleut pas assez, ou il fait trop froid, il fait trop chaud. J'ai jamais connu un paysan content. Eh bien, la population française qui trouve que tout va bien ou que tout ne va pas mal, ce sont des moyennes que vous posez à des propositions que vous posez à des irresponsables. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sens de l'avenir, ils n'ont pas le sens du présent, ils ont le sens d'une passivité plus ou moins acceptable. Ils ne se rendent pas compte que la ruine vient peu à peu, que le désastre se rapproche. Ils veulent tout simplement rester aveugles dans ces positions de non-recherche, dans cette perte du sens critique positif. Je vous donne un exemple. Il y a 30-40 ans, il y avait 3 grands journaux, enfin 4 ou 5 grands journaux en France. Il y avait déjà Le Monde, il y avait Le Figaro, il y avait déjà Libération, puis il y avait d'autres, locaux ou régionaux. Ces 3 journaux avaient présenté des analyses totalement différentes de positions politiques nationales et internationales. Vous reprenez maintenant ces 3 journaux maintenant. En politique intérieure, ils ont des analyses différentes. En politique internationale, c'est exactement la même. Donc on a perdu le sens critique de la situation dans son ensemble. Et la population française ne lit plus. Elle ne lit plus d'abord parce que les journaux ne présentent plus un caractère spécifique. Elle ne lit plus parce qu'elle a la télévision. La télévision est tenue par quelques chaînes qui se répètent l'une l'autre. Vous êtes sûr qu'ils ne lisent plus les Français? Très très peu. Très, très peu. Les Français sont toujours sur Internet. Ils sont toujours sur Internet. Sur Internet, ils lisent. Ah, c'est ce que vous appelez la lecture. La lecture, c'est pas que le papier aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut lire un livre avec une tablette électronique. Vous avez raison. Quand vous prenez les gratuits, aujourd'hui, les journaux gratuits marchent très bien. C'est tout à fait raison. Oui, mais ils lisent beaucoup depuis alors. Internet, vous avez raison, mais c'était avant-hier, d'une certaine façon. Alors, ils commencent à reprendre peut-être à travers Internet. Moi, je suis un très mauvais témoin de cette affaire, parce que je n'ai pas Internet. Mais j'aurais, comme tout le monde, mes collaborateurs, heureusement pour moi, pratiquent aussi l'Internet. Mais moi, voyez-vous, je suis rentré un jour, il y a quelques années, dans une maison où on vendait des
Des livres, des ordinateurs? Des ordinateurs. Et j'hésitais entre les ordinateurs à acheter. Et puis je vois un livre qui propose comment comprendre l'ordinateur quand on est nul. Comme c'est exactement mon cas, j'ai acheté le bouquin, mais j'ai perdu au bout de 2 heures. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup avancé. Bon, je suis un mauvais exemple, et donc, non pas un mauvais français, mais un français qui n'est pas dans la moyenne du renversement. Et vous avez raison, du renversement très nouveau, qui permet aux Français peut-être de découvrir des sujets dont ils n'auraient plus la connaissance avant. Bravo pour l'Internet. Ceci dit, bon, ils lisent peut-être maintenant, mais que lisent-ils dans Internet? Que cherchent-ils dans Internet? Que cherchent-ils dans les journaux qu'ils avaient avant? Que cherchent-ils dans Internet? Ils cherchent des sujets précis, ils ne cherchent pas des sujets qui leur permettraient de se cultiver ou de s'informer beaucoup mieux. Mais dans il y a un manque de curiosité chez le Français qui est dramatique actuellement. Pardon de vous couper, mais dans ces conditions, si des gens comme vous, qui avez un esprit critique, une culture générale, une connaissance des enjeux, est-ce qu'on peut sauver les Français à leurs dépens? Si les Français ne se rendent pas compte qu'est-ce question d'un mal, est-ce qu'on peut sauver le pays avec des... Je crains, monsieur, que vous fassiez dire des choses qui me paraissent un peu poussées actuellement, pour qu'ils prennent conscience, les Français, des urgences, pour qu'ils prennent conscience de certaines situations dramatiques, pour qu'ils veuillent réagir devant ces situations dramatiques, pour en avoir pris conscience, qui est déjà un cas. Il faut, je crains, une situation encore plus dramatique. Un électrochoc. Social et absolument. International ou national. Et je ne vois pas d'autre forme. D'accord, c'est-à-dire que pour que ça aille mieux, il faut d'abord que ça aille plus mal. Oui, je ne suis pas pour la politique du pire. Vous allez m'accuser de ça. Pas du tout, je ne m'en mettrai pas. La politique du pire. Mais je crains que pour réveiller les Français, il faille, comme vous dites, un électrochoc, une sorte de clash intérieur ou international qui l'amène à se soucier de la vérité et non pas de la lutte d'un confort passif. Et par rapport à ma première question, est-ce que vous considérez que des manifestations dans la rue, pour manifester contre un projet de loi ou pour un projet de loi, est-ce que ça a une utilité dans le combat politique? Dans le cadre d'une rencontre de beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui ne se connaissaient pas, qui maintenant se connaissent et se développent des réseaux, oui, c'est intéressant. Mais vous, en tant que royaliste, vous n'êtes pas choqué que des gens manifestent? Pardon? En tant que royaliste, oui. Lors de la manif pour tous, oui. Est-ce que vous n'êtes pas choqué que des jeunes filles françaises manifestent avec l'écharpe tricolore, le bonnet phrygien et déguisées en Marianne? Je suis bien d'accord avec vous. Mais je pense que c'est une idée de Mme Brigitte Bardot et que Mme Brigitte Bardot a des opinions qui sont les siennes et des expressions qui sont souvent caricaturales. Oui, c'est très malencontreux, je suis bien d'accord. Enfin, la Cruz l'a habille et j'en tire des conséquences qui ne sont pas en sa faveur. Ceci dit, je continuerai sur ce sujet à la fin. J'ai été invité il y a quelques semaines par l'ambassadeur de Russie à la résidence pour écouter une conférence d'un jeune moine russe qui a écrit un livre sur la situation de l'Église orthodoxe pendant le régime soviétique, c'est-à-dire pendant 70 ans. Vous avez le nom du livre? Pardon? Vous avez le nom du livre? Je n'ai pas, il m'a donné le livre, il est en haut, mais il est en russe, il n'est pas encore traduit. Alors j'ai écouté la conférence ne sachant pas encore lire le livre. Je ne connais pas le russe, que j'essaie d'apprendre. Donc, sa conférence était très intéressante. Et ensuite, bon, nous conversons tous les deux avec un traducteur, et il me dit qu'il n'avait aucune envie de venir en France, jusqu'à maintenant. Okay. Mais que depuis qu'il avait constaté des réactions comme ces manifestations, il a compris que la France pouvait se réveiller et qu'à ce moment-là, ça lui faisait plaisir de revenir en France. Ça montre l'effet quand même de ces manifestations, intérieures ou extérieurement parlant. Et cela est même assez intéressant. Un petit détail, ce jeune moine est quand même le confesseur de Poutine. C'est intéressant. C'est pas rien. Mais je vais vous poser, vous me pardonnerez, ma franchise également, et ma question qu'on doit mettre sur le compte de la jeunesse, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer objectivement qu'il y a des civilisations qui disparaissent, la civilisation babylonienne, la civilisation romaine, etc. Et est-ce qu'on ne peut pas considérer, Monseigneur, que
malgré tout l'amour qu'on a pour notre pays, et les hommes qui ont fait ce pays, est-ce qu'on ne peut pas dire, est-ce que vous ne pensez pas que la France est morte et enterrée depuis le 21 janvier 1793? Est-ce que le combat qu'on mène n'est pas un combat d'arrière-garde? Je pense que la France est en hibernation. Elle n'est pas morte, elle est en hibernation. Il faut réchauffer la structure. Et cette hibernation, il faut la trouver par bien des moyens. Cette déshibernation, plutôt. Alors, comment on sort de cette hibernation? Pardon? Comment on sort de cette hibernation? Justement, je parlais des clashs intérieurs ou extérieurs à la France. C'est la façon de faire réagir les personnes quand elles sont trop passives. Ensuite, il faut créer certainement des réseaux d'intelligence, et ces réseaux d'intelligence se créent à travers ces rencontres inopinées, dont ces manifestations. Et je pense qu'à partir de là, il y a des structures à développer à travers des, je n'aime pas le mot club parce qu'on sait ce qu'il signifie, mais à travers des cercles qui se créeraient et qui ne correspondraient pas du tout au club Le Cercle, ou le siècle. Le siècle. Non, mais le siècle est un exemple de ce que l'on peut faire et ce qu'il faudrait faire antithétiquement. Et donc, il y a cela. Il y a, je crois, à développer des bouées de sauvetage dans différentes provinces de France. Je dis bien dans les provinces et pas dans les départements. Ou les régions. Vous dites bien province? Non, dans les provinces. Oui. La région est une imposture du régime gaulliste et de l'ancien ministre de l'Intérieur de l'époque, Pasqua, qui a inventé ces régions pour mieux dénaturer les Français. Enfin, je vais vous donner comme exemple, je ne sais pas moi, Champagne-Ardenne. Quel rapport Champagne-Ardenne en dehors d'un voisinage lointain? Mais quel rapport? Aucun. Pas-de-Calais. La Côte d'Azur, maintenant qui s'appelle, je ne sais plus. PACA. PACA, quel rapport entre toutes ces provinces si différentes, dont bien entendu la Provence, mais bien d'autres. Non, et il faut revenir absolument au concept de Provence, même si officiellement elle ne sera pas rétablie malheureusement, il faut nous les rétablir socialement et permettre aux gens de se retrouver dans la province. Écoutez, les gens ne se disent pas qu'ils sont d'Indre-et-Loire, ils disent qu'ils sont de Touraine, ils ne disent même pas qu'ils sont de l'Indre ou du Cher, ils disent qu'ils sont du Berry. Ils ont gardé essentiellement, sans s'en rendre compte, la mémoire de la province que leurs ancêtres, dans laquelle leurs ancêtres se repéraient. Et je crois qu'il faut revenir à ça. Alors, dans ces provinces que nous recréerions, disons, putativement, parce qu'elles ne sont pas encore reconnues officiellement, il faut développer des bouées de sauvetage. Et là, même si nous ne serons pas nombreux dans ces structures, elles deviendront nécessaires quand la panique interviendra nationalement et qu'il ne serait plus à quel statut de plâtre ils se raccrocheraient parce qu'elles sont toutes effondrées. Ce sera les seules structures qui sont... dont les vertus républicaines en particulier, parce que chaque sermon et chaque discours de nos ministres, il faut qu'ils rajoutent le mot République à chaque phrase. Ils y croient tellement qu'ils en rajoutent à chaque phrase. Donc, ces statuts de plâtre s'effondrant devant une situation qui dépasse la réflexion immédiate du Français, cela créera une réaction de recherche. Et ces recherches vont s'accrocher comme des noyés aux bouées de sauvetage qui se situent dans leur espace. Et à ce moment-là, on pourra retrouver autour de ces bouées de sauvetage beaucoup de populations qui n'avaient pas beaucoup réfléchi et seront bien heureux de retrouver ces bouées de sauvetage. Si vous voulez, oui, une définition de ce genre. Nous sommes royalistes pour différentes raisons, mais un des avantages de la monarchie, c'est qu'on dit souvent que le dauphin est préparé par le roi pour être amené à régner. Et c'est quand même un gros avantage, c'est que pendant 10, 15 ans ou 20 ans... Le roi ou les régentes? Ou souvent, oui, ça dépend. Non, je précise quand même. Il y a ce phénomène en France très intéressant, que les régentes ont toutes été des femmes remarquables. Et souvent des étrangères en plus.
Oui, parce que le mot étranger, on a donné le sens, le mot étranger très tard, au 19e, enfin la Révolution française, en traitant Marie-Antoinette d'Autrichienne. Mais le concept d'étranger n'était pas véritablement celui qui existait à l'époque. On avait beaucoup de régiments allemands ou suisses en France, et ce n'était pas considéré comme des étrangers. On ne parlait pas de citoyens, on parlait de sujets du roi. Donc il y avait ces différences, si vous voulez, de concepts qui ne faisaient pas regarder l'étranger comme un phénomène d'opposition, mais comme un phénomène éventuellement de satellisation. Très bien, mais ce que je veux dire, c'est que l'un des arguments de la royauté, c'est de dire le prince est préparé par le roi ou la régente à être, et quand il règne, il connaît déjà un peu les affaires, il a déjà vu son père pratiquer. Oui. Est-ce que c'est pas dérangeant, dans notre optique à nous royalistes, c'est que à supposer que ce soit possible, mais le prochain roi de France ne bénéficiera pas de l'enseignement paternel? Est-ce que c'est pas dérangeant? Est-ce que c'est pas un vrai argument? D'abord, que faites-vous de l'intuition génétique? Elle est très réelle, elle est très forte. Deuxièmement, les uns ou les autres, pas beaucoup, nous avons eu des parents extraordinaires qui nous ont véritablement formés dans ce sens. Même si nous s'ils n'étaient pas convaincus que nous serions souverains un jour, ils nous ont formés dans cette espérance, dans ce projet de continuité. J'ai eu la chance personnellement d'avoir des parents d'exception. D'autres peut-être n'ont pas eu cette chance, mais je l'ai eu. Mais Louis XIV, par exemple, quand il est enfant, il assiste au conseil d'en haut avec Mazarin, son parrain. Aujourd'hui, malheureusement, aucun de nos princes, à ma connaissance, n'a été ministre ou a assisté... Ils n'étaient pas ministres, ils étaient pris de ce terme et d'écouter. D'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que je trouve que l'argument que nous on met en avant en royauté de cette dimension du temps de la préparation, le prochain roi ne bénéficiera pas de l'expérience paternelle. Vous voyez l'argument, enfin? Non. Oui, non. Je comprends votre question. Mais il n'est pas bon. Non, il n'est pas bon. Parce qu'il aurait fallu effectivement qu'on puisse régner dans la continuité monarchique. Ceci dit, il n'est pas bon, mais il est intéressant. Parce que il ne faut pas oublier qu'un des principes de la monarchie, dans sa légitimité, est la continuité. Et hors de la continuité, il n'y a point de légitimité. D'où le fait que tous ces princes, supposait-elle, qui se prétendent candidats de la légitimité, sont des imposteurs. Et si je me disais le candidat de la légitimité, je serais un imposteur, car il y a une interruption depuis 92, et même depuis 89 déjà, avec la réduction du pouvoir royal. Mais la restauration de Charles X, 2018, Charles X a tenté peu à peu de se reconstituer et n'a pas réussi. Donc on peut dire que véritablement la continuité est interrompue. Et là, je reprends votre argument et je vous le concède comme bon, à cause de ce principe de continuité. Le prochain ne sera pas légitime parce qu'il ne bénéficie pas justement de ce... Non, personne ne devrait se prétendre candidat à la légitimité. Il bénéficiera de la légitimité d'exercice, parce que ce sera imposé au pouvoir, comme une capée. Ce sera imposé au pouvoir et il bénéficiera de la légitimité d'exercice. Ce seront les descendants qui deviendront de nouveau, bénéficieront de la légitimité, de la continuité d'origine. Si le premier arrive à faire en sorte de transmettre le pouvoir à son fils, ce qui n'est pas non plus bien sûr. Mais pour revenir à ma précédente question, pour vous, donc, le pays n'est pas mort. Il est en hibernation. Il ne faudrait pas grand-chose pour le réveiller. Je n'ai pas dit qu'il fallait pas grand-chose. Ah non, mais, alors, j'ai dit qu'il était en hibernation et qu'il fallait le réchauffer. Il fallait un choc majeur, national ou international, pour que les gens prennent conscience. Je crois. Ils retrouvent un esprit critique constructif. Ils ont l'esprit maintenant critique de la concierge. Mais ils n'ont absolument pas l'esprit positif de la critique. Mais est-ce que raisonnablement dans un pays comme le nôtre, qui a été très profondément marqué par le catholicisme, oui, je vous arrête tout de suite parce que je voudrais vous rejoindre dans votre question. La force, vous avez cité tout à l'heure certains régimes
très anciens, très antiques, qui ont connu une certaine constance et puis qui se sont éteints, même ne serait-ce que le régime romain et bien d'autres. Mais le régime romain n'était pas soutenu par une constance de la religion. Ils avaient des dieux multiples et inventifs, sinon inventés, qu'ils imaginaient comme une espèce d'humanité sublimée. C'était amusant, c'était sympathique, c'était décoratif, mais ça ne pouvait pas correspondre véritablement à une mystique profonde de l'homme. Est-ce qu'ils y croyaient, à votre avis? Quand les Romains sacrifiaient au temple, ils y croyaient ou faisaient ça pour... Je crois qu'ils s'accrochaient à une sublimation d'une personne à travers Diane ou à travers Zeus ou à travers une sublimation de l'homme. Mais ce n'est pas un Dieu en tant que Dieu. Je ne crois pas. Mais ma question, c'est que la France était fortement marquée par le catholicisme. On assiste à une déchristianisation. Ma question est la suivante. En admettant que le pays ne soit pas mort, en admettant qu'il y a un électrochoc, est-ce que demain, un roi de France catholique pourrait régner sur la population? Ou plus exactement, est-ce qu'aujourd'hui la population est prête à accepter un régime? Je reviens à l'exemple que je donnais de Gaulle. Le concept démocratique était soi-disant tellement ancré dans la population que jamais on n'aurait pu imaginer un article 16. Il est passé comme du beurre sur du pain. Et ça a permis, encore une fois, de crimes comme l'exécution des officiers, etc. Et les Français n'ont pas réagi devant ça. De Gaulle s'est imposé avec une sorte d'imposture qu'il avait eu déjà en 1945 et qu'il a confirmé en 1959. C'est vraiment l'imposture qui a réussi, mais qui a réussi à s'imposer. Pourquoi est-ce que la monarchie ne pourrait pas s'imposer si ce n'est pas une imposture? Puisqu'elle est beaucoup plus qu'une imposture, elle est l'authenticité, contre l'imposture. Alors je vais vous répondre, si vous me permettez. C'est que De Gaulle, il avait la volonté politique. Aujourd'hui, est-ce que les princes ont cette volonté politique qu'a eu De Gaulle? Il avait l'ambition de l'imposture. Il avait l'ambition. De Gaulle, il faut le reconnaître une chose, et une seule chose. Il avait le génie de l'imposture, et à travers ce génie, il s'était imposé en tant qu'individu, d'ailleurs extraordinairement acheté et complice de régimes opposés et différents. Il était indiscutablement celui qui a été à la fois au service de l'Union soviétique par le Parti communiste, qu'il a réinstallé en France. Il a été indiscutablement, tout en se séparant de l'OTAN, ça c'est la seule chose qu'il ait bien fait, il a été quand même très très proche des intérêts américains, particulièrement dans l'affaire algérienne et dans l'affaire de la décolonisation. De Gaulle n'est pas le saint patriote comme on prétend. Bien évidemment, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'à l'époque, dans le pays, il y avait 30% de communistes et que donc il était obligé de leur ouvrir des portefeuilles ministériels? Que sinon c'était la guerre civile. Alors, je vous dis en 1945, Dieu sait si je ne suis pas pro-américain. Je crois qu'on trouvera difficilement quelqu'un qui témoigne dans ce sens. Mais je dois dire que pour une fois, les Américains ont eu le bon sens, avaient eu le bon sens, de vouloir se maintenir 2 ans de plus en France, de 1945 à 1947 ou 1948, pour éviter les violences, les violences criminelles des pseudo-résistants qui ont commis de véritables deuxièmes épurations en France après de la Révolution française. Cette violence, cette criminelle épuration que certaines provinces ont connues plus que d'autres, mais toutes ont été plus ou moins victimes de cela, eh bien là, les Américains avaient voulu l'empêcher. Et c'est De Gaulle qui a voulu se venger des Français et du maréchal Pétain pour empêcher les Américains de rester et s'imposer, permettant aux communistes de commettre leur violence dans ces provinces et dans ces départements. Je suis comme vous, je ne suis pas... Il ne faut pas oublier que De Gaulle a dit « je veux 100 000 exécutions sommaires ». Il en a eu peut-être 60 000 officiels, mais il y en a eu presque autant des officieuses et des crimes commis dans toutes ces provinces au sud-ouest. Comme Marat qui disait à la tribune « je veux 100 000 têtes qui tombent ». Mais j'ai une question, je vais me permettre de me comparer, mais je ne suis pas du tout gaulliste. Je trouve que De Gaulle est une forfaiture, la plus grande forfaiture de l'histoire de France. Mais je voudrais juste une petite parenthèse, qu'on ne passe pas trop de temps dessus. Est-ce que c'est vrai qu'il a voulu, qu'il a entamé des discussions avec le comte de Paris pour rétablir la monarchie? Alors, il y a d'abord une chose qui est vraie, c'est que quand, en 1943,
l'amiral Darlan. L'amiral Darlan est assassiné. Il est assassiné par la conjonction de De Gaulle et du comte de Paris. C'est l'entente entre les deux qui ont fait assassiner Darlan. Alors depuis, bien entendu, c'est l'association des malfaiteurs entre eux. D'accord. Mais alors, pour en venir à ce que vous dites tout à l'heure, comme vous pensez que, comme la monarchie est légitime, demain, les Français pourraient l'accepter comme ils ont accepté par le passé des impostures. Je crains que l'esprit critique français soit assez émoussé pour devoir accepter plutôt l'autorité plus que la légitimité. C'est-à-dire que demain, que ce soit l'autorité gaulliste ou l'autorité monarchique. Ils n'ont plus jusqu'à maintenant le sens, encore une fois, du charisme et du sacré, pour concevoir la différence entre l'autoritarisme d'un imposteur et l'autoritarisme d'un monarque. C'est quand le monarque sera au pouvoir qu'il faudra bien qu'ils retrouvent leur histoire et les valeurs historiques qui ont fait que la France a été ce qu'elle a été. Et là, ils se relégitimeront à travers le souvenir qu'ils avaient perdu de leur histoire. Mais supposons qu'il y a cet électrochoc qui se passe dans notre pays, oui. Et cet autoritarisme est incarné par, on va dire, des communistes ou des nationaux-socialistes. Oui, De Gaulle en est un exemple. C'est-à-dire que les Français accepteraient ça? Je pense assez volontiers. Mais le Français va subir de façon, avec une mentalité que je crains presque d'esclave, ce qui peut arriver au pouvoir. Mais c'est pas parce que ce n'est pas parce que le peuple français est profondément légaliste. Mais écoutez, non, il se croit légaliste. Il n'est même pas, il se croit légaliste. Il est tout simplement passif pour le moment. Parce que le 5 août 1944, quand Pétain vient à Paris, il y a 3 millions de Français qui l'applaudissent. Et le 25 août... La même chose. Ça veut dire qu'ils sont légalistes, les Français, non? Non, parce que De Gaulle ne correspondait pas réellement à la légitimité du pouvoir. Non, quand De Gaulle arrive en France, il arrive en surfant sur les Anglais américains, mais il ne représentait pas la légitimité du pouvoir. Le maréchal, oui. Mais est-ce que vous comprenez qu'aux yeux du monde, des Français, des compatriotes, est-ce que vous comprenez que nous, royalistes, nous passions soit pour des passéistes, soit pour des romantiques, ou soit pour des utopistes? Ces définitions nous importent assez peu, puisqu'elle est celle de personnes qui connaissent mal la France ou qui imaginent la France selon leurs préjugés. Donc ce n'est pas très grave. D'accord. Que nous passions pour ceci ou cela n'a pas beaucoup d'importance. Vous comprenez? Oui. Donc ça n'a pas plus de... L'opinion internationale n'est pas conséquente par rapport à l'avenir national de la France. Bon, vous expliquez tout à l'heure, très justement, j'ai trouvé très... Enfin, je me permets de faire un compliment. J'ai trouvé très intéressante votre explication de la Révolution française. C'est que dans les milieux de droite, on charge très souvent les encyclopédistes. Et en fait, vous dites que les encyclopédistes ont une petite part dans la Révolution française, mais que c'est surtout les Anglais qui ont une part plutôt plus importante. Enfin, je parle des encyclopédistes. Oui. Et vous avez même dit que Fénelon a été plus que Rousseau, Voltaire. Oui, absolument. Ma question, en fait, est la suivante. Rousseau plus que Voltaire. Très bien. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez, parce que vous connaissez très bien les questions géopolitiques... Très bien, un peu. Bon, c'est à votre honneur d'être modeste, mais vous connaissez plutôt bien les questions géopolitiques. On connaît l'amitié, ou plus exactement la haine que nous portent les Anglais. Est-ce que les Anglais, est-ce que le conglomérat anglo-saxon, le conglomérat thalassocratique, hein, pour parler clairement, le conglomérat thalassocratique, pour désigner clairement l'ennemi, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il accepterait qu'un descendant bourbon ou capétien règne à nouveau sur le trône de France? Non, ils feraient tout contre, comme ils l'ont fait dans le passé, l'Angleterre. Les États-Unis, suivant totalement l'Angleterre dans ses options politiques, auraient la même réaction que l'Angleterre. Indiscutablement, il existe ce conglomérat auquel vous faites allusion, et qui existe totalement, et l'Angleterre a voulu l'élimination
des maisons capétiennes en France, elle le voudra dans l'avenir comme elle l'a voulu dans le passé. Mais elle ne peut pas s'empêcher à une situation immédiate ou indirecte ou directe se forger, et devant cette situation, elle ne peut pas quand même immédiatement faire la guerre. Elle fera une guerre indirecte, mais elle ne pourra pas faire la guerre immédiatement. Elle-même aura des problèmes aussi d'ailleurs, car les États-Unis, c'est le géant au pied d'argile. Ils auront des gros problèmes, et j'espère bien qu'ils en auront encore plus. que Dieu vous entende. Mais, c'est-à-dire que si demain on a un nouveau roi de France, vous pensez donc que tout de suite, nos ennemis héréditaires mettront en place une activité secrète ou officielle diplomatique pour empêcher cette restauration? Officieusement, certainement. Officiellement, ils auront une réaction, disons, de témoins passifs, mais officieusement, ils vont tout faire contre, ça c'est certain. Mais tout à l'heure, vous avez... Regardez en Espagne. En Espagne, nous avons un cas très différent de la monarchie, mais très intéressant aussi. En Espagne, Alphonse XIII, qui faisait partie d'une branche usurpatrice espagnole, s'enfuit d'Espagne en 1931 parce que les municipales n'étaient pas les meilleures qu'il aurait espéré, ce qui est peu de choses. Et la situation va s'aggraver jusqu'en 1936 avec le Front populaire. Et la guerre civile épouvantable qu'il y a eu de 1936 à 1939. En 1931, la situation économique de l'Espagne était déjà mauvaise. En 1936, pire. En 1939, catastrophique. L'Espagne sortait d'une guerre civile très dure et ne pouvait pas s'attendre à des assistances économiques internationales puisque la guerre mondiale commençait juste à ce moment-là. Donc on ne pouvait s'attendre à personne. Et jusqu'en 1950, Franco est dans les plus grandes difficultés financières qu'on puisse imaginer. Et puis, en 1950-51, il y a une rencontre sur Azor. Azor, c'était le vaisseau, le bateau de Franco. Et ce rencontre-là, une autorité très importante d'Angleterre et des États-Unis, avec Franco. Et le résultat est celui-ci. Franco doit céder sur l'avenir de la France institutionnelle. Il veut imposer ou Don Juan, le père de Juan Carlos, ou de Juan Carlos, car ce sont des souverains, ce sont des princes, le père n'a pas été, qui sont totalement entre leurs mains. Ils sont totalement entre leurs mains, car c'est une dynastie qui a été franc-maçonne depuis le grand-père, depuis Alphonse XII, et donc la franc-maçonnerie régnait sur l'Espagne à travers l'Angleterre. Franco, qui est complètement asphyxié économiquement, est bien obligé d'accepter l'option, la condamnation supérieure des autres. Comme il n'aime pas Don Juan, il choisira Don Juan Carlos, qui est un enfant encore, et qu'il pense pouvoir former. Là, il s'est fait des illusions. Mais c'est ainsi que l'Angleterre et les États-Unis ont décidé de l'avenir institutionnel de l'Espagne. Ils vont faire la même chose en France, ils peuvent le faire. Mais bon, à nous de l'éviter. Est-ce que je peux me permettre une question non politique mais personnelle sur vous? Vous êtes de nature optimiste ou pessimiste de manière générale? Plutôt optimiste. D'accord, ça se voit en tout cas. Donc vous êtes... Ah, le pays ne va pas disparaître? Non, je ne pense pas. Non. Je suis même plus qu'optimiste, je suis convaincu à l'avance. Est-ce que vous pensez voir le retour du roi en France? J'aimerais vivre très longtemps pour pouvoir en être le témoin. Mais tout peut arriver très vite, vous savez. La Révolution française était quelque chose d'inconséquent. C'était inimaginable en 89 que la monarchie... s'écroule. Donc, c'était pas possible. Il y avait une telle fusion entre encore une fois, l'histoire, la population et la monarchie qu'on n'imaginait absolument pas qu'il puisse y avoir une révolution en France en 89. On sait ce qui est arrivé. Je vais donner un autre exemple beaucoup plus contemporain. En mai 68,
il y a un mouvement populaire, enfin plutôt d'ailleurs universitaire au départ, et puis ensuite combiné avec d'autres forces occultes par la suite. Il y a encore une fois un mouvement qui peut se développer très vite, une nouvelle révolution peut se faire. Elle s'est éteinte aussi rapidement qu'elle s'était forgée, que tout simplement parce que l'opinion internationale, enfin l'Angleterre, s'est inquiétée de cela beaucoup. Mais à un moment donné, nous avons De Gaulle qui s'enfuit, comme d'habitude, parce qu'il avait déjà été déserteur en 1940, même en Henri. vers l'Angleterre. Cette fois-ci, il est déserteur vers l'Allemagne. Et malheureusement, l'armée française d'Allemagne n'a pas réagi comme elle aurait dû réagir, et le dégrader et le ramener pour le condamner en France. C'est l'inverse qui est arrivé. On l'a relégitimé, si je peux dire. Mais c'était inimaginable que De Gaulle, dans la force qui s'était imposée et qu'il avait imposée à la France, puisse s'enfuir en quelques semaines, en quelques jours, par la panique certes, et tellement la situation lui paraissait irrécupérable. Et c'est l'armée qui, hélas, l'a récupéré. Donc, tout ce qui est arrivé dans cette année 68-69 était invraisemblable. Et pourtant, c'est arrivé. Donc, le retour à la monarchie nous paraît, certes, l'espérance de la France, mais nous paraît momentanément, non pas invraisemblable, mais difficilement concevable. Eh bien, je pense que si nous voyons que dans le passé, que ce soit en 89 ou que ce soit en 68, il y a eu des inconséquences telles que tout a pu arriver, tout peut encore arriver, mais dans le bon sens cette fois. L'histoire est le théâtre de l'imprévu. Exactement. J'ai encore deux questions, et après cette vidéo prendra fin. Si vous ne voulez pas en parler, il n'y a aucun problème. Oui. Et si je commets un impair, je vous prie de m'en excuser. Comment considérez-vous les histoires, pour ne pas dire plus, qu'il y a eu depuis au moins 100 ans dans notre pays entre ce qu'on a appelé les Bourbons d'Espagne et les Orléans? C'est une association de malfaiteurs, tout simplement. Ces deux structures, ces deux branches ont été conçues encore une fois par l'Angleterre de façon très évidente d'ailleurs. En France, 1930 a été assez facile à faire, mais en Espagne et au Portugal, pas du tout, car c'était des maisons capétiennes, il fallait déstabiliser. Et la guerre carliste, la première guerre carliste comme la troisième guerre carliste, ont été des guerres très dures. Et tout simplement, quand les intrigues anglaises, ce qui était le cas en 1830, mais les intrigues anglaises en Espagne et au Portugal n'étaient insuffisantes, l'Angleterre n'a pas hésité à envoyer des troupes de la marine pour soutenir ces usurpateurs. Donc il y avait véritablement collusion. Et Louis-Philippe, usurpateur en France, fait envoyer pour la première fois la Légion étrangère contre nous en Espagne, contre les carlistes. La première bataille de la Légion étrangère était contre les carlistes et la Légion étrangère a perdu. A été éliminée complètement. Tu sais, si je le regrette, parce que j'ai une grande admiration et sympathie pour la Légion étrangère. Mais c'était la première bataille, le premier échec contre une légitimité supérieure à eux. Donc, quand certaines personnes évoquent l'affrontement entre les Bourbons et les Orléans comme des guerres dynastiques, pour vous, c'est une usurpation de langage. C'est une association de malfaiteurs encore. Entre Orléans et enfin, il n'y a pas eu de confrontation puisque les uns ont soutenu les autres. Entre Louis-Philippe et la branche d'usurpation espagnole, il y a eu une entente complète. Et de même d'ailleurs avec le Portugal. Il ne faut pas oublier que les Bragances sont des Bourgognes. Oui. Et les Bourgognes sont des Capétiens. Capétiens, bien sûr. Donc là aussi, il y a eu une déstabilisation. Et mon arrière-grand-père, Don Miguel Ier de Portugal, avait toute la société, la population portugaise en sa faveur. Il a fallu que l'Angleterre envoie sa marine et ses militaires pour soutenir l'usurpation contre lui. Donc vous voyez que vraiment les trois pays ont connu les trois stratégies parallèles. Similaires, oui, presque. Exactement, similaires. Pour finir, je voudrais vous citer des personnes qui sont mortes ou qui ont vécu, et je voudrais que vous me donniez votre avis sur eux, si ça ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Alors, je voudrais savoir ce que vous pensez de... Je ne suis pas diplomate. D'accord. Je voudrais savoir ce que vous pensez, pour commencer, du Chambord, le comte de Chambord.
Le comte de Chambord, un esprit de très grande élévation, une culture extrême, une connaissance du pays très réelle, parce qu'il avait des délégations dans toutes les provinces françaises très, très au point. Et on oublie une chose du comte de Chambord, c'est qu'il a un échange de courrier très important entre Louise Michel et le comte de Chambord. Il avait sympathisé avec Louise Michel. Et je comprends le comte de Chambord, en l'occurrence. Alors, parce que la seule révolution que j'admets, c'est la révolution de la Commune, parce que vraiment, la pression que la population avait subie sur le capitalisme absolument agressif de l'époque de Louis-Philippe et de l'époque de Napoléon III a fait que la révolution de la Commune était légitime. Bien sûr, pas certaines de ces réactions, pas l'incendie des Tuileries et pas l'exécution du pauvre évêque de Paris, du pauvre archevêque de Paris. Mais enfin, c'est un détail. Donc, il faut se méfier du mot détail. Certains sont victimes du mot détail, vous vous rappelez. Oui, alors justement, mais ça vient de rappeler. Donc, vous avez plutôt une bonne image du comte de Chambord, alors? Oui, avec une petite réserve, globalement très positif, un très beau symbole de la monarchie en exil, de la monarchie. Il aurait pu prendre le pouvoir? Mais attendez. Donc, globalement, oui, très positif. Avec cette petite réserve qu'au moment, dans 71, où il risque de pouvoir revenir au pouvoir, et il revient à Paris, il renonce, soi-disant, à cause du drapeau blanc. Or, ce drapeau blanc, ce n'était qu'un argument, c'était absolument pas la raison réelle de sa renonciation. Il a dit à mon grand-père, qui était son neveu, et son filleul, mais aussi son neveu, surtout, qu'il a élevé tout à fait, il a dit à mon grand-père, j'aurais accepté n'importe quel drapeau, fût-il chocolat. Quand on disait chocolat à l'époque, ça avait une autre signification. Vous avez compris? Bien évidemment. Donc, c'est dire que ce n'est pas le drapeau tricolore qui l'aurait bloqué, c'est le fait qu'il était complètement prisonnier d'une droite orléaniste, des royalistes. Parce que quand on dit que le Parlement était de majorité, l'Assemblée de majorité royaliste, oui, mais des orléanistes, qui étaient déjà des éléments totalement conditionnés par l'Angleterre. Donc il était victime de l'Angleterre en France. C'est pour ça qu'à ce moment-là... Alors on a dit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait comme son aïeul, comme Henri IV, et qu'il s'est appuyé sur l'armée? Mais l'armée à l'époque était orléano-républicaine. Elle était maçonne en plus. Et en plus elle était maçonne, et en plus elle avait perdu la guerre. Donc évidemment, ce n'était pas une alliance tellement confortable. Je crois que c'est ces raisons. Une armée qui ne pouvait pas, sur laquelle il ne pouvait pas se fier, et une assemblée qui était déjà une assemblée déléguée par l'Angleterre. Donc il a plutôt... Non, j'aurais pas fait ça. J'aurais tout tenté, même l'armée, même en choisissant des officiers, j'aurais fait un coup d'État dans l'armée. D'accord. Un coup d'État dans l'armée. C'est difficile. J'aurais essayé, enfin, l'autre personne, il y a encore 3 autres personnes, à moins que je n'ai d'autres qui me viennent à l'esprit, mais je voudrais savoir ce que vous pensez de... je ne suis pas, hein, mais j'aimerais savoir ce que vous pensez de Charles Maurras. J'ai une admiration totale pour Charles Maurras, pour ce grand esprit, pour cette valeur essentielle, pour ce qu'il représente de la France historique et de l'intelligence de la France. Je dis bien de l'intelligence de la France. On lui a beaucoup reproché d'être quand même un peu l'élève d'Auguste Comte, et d'avoir ce côté positiviste. Oui. J'ai mes réserves dessus, je l'admire totalement, mais je comprends ses réserves qu'on ait pu lui faire, qu'on ait pu lui faire, ses réserves. Et l'autre option, c'était son option orléaniste, bien entendu. Mais à part ça, bien sûr, j'ai beaucoup d'admiration pour le personnage, pour l'intelligence et pour la valeur qu'il a représentée en regroupant beaucoup de gens de Léon Blum et bien d'autres de grande intelligence autour de lui. Donc l'homme est une référence pour moi, avec peut-être cette réserve sur le positivisme, encore que ce n'est pas tellement
c'est un peu trop facile de le dire, et d'autre part, son concept de nation, qui n'est pas le mien. Ah, merci, je suis d'accord. Et là, il y a un problème. Il y a un problème, je crois qu'il ne s'en est pas rendu compte, il était intelligent, mais il ne s'est pas rendu compte que son concept de nation était un peu trop proche de Lazare Carnot. Le père de la victoire. Je veux savoir également ce que vous pensez de Monseigneur Lefebvre. Ah, j'ai la plus grande vénération pour Monseigneur Lefebvre, que j'ai eu la chance de très bien connaître. Mes parents l'admiraient déjà beaucoup. Ma mère, après la mort de mon père, continue à le recevoir, et moi à le recevoir après la mort de ma mère. Il est venu plusieurs fois ici, et dans l'autre propriété à Bost. Et il a été vraiment pour moi cette étincelle dont nous avions besoin pour essayer de préserver l'Église d'une décadence totale et absolue. C'est un esprit magnifique, c'est vraiment une figure de proue de ce que devrait être l'Église, et j'ai pour lui la plus grande des religions, si je peux dire. Le seul point, et c'est pas du tout de critique, c'est ce que je comprends très bien sa réponse à une question que je lui avais posée un jour. Je lui avais dit au moment du sacre des évêques, puisque j'ai eu la chance d'assister au sacre des 4 évêques, 1988, à Écône, et je lui ai demandé, au fond, pourquoi ces 4-là? Et il m'a répondu, j'ai voulu des tabernacles, je n'ai pas voulu de fer de lance. L'image est très belle, oui. L'image est magnifique, je crois que c'était une erreur, mais l'image est belle. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'il choisisse des fers de lance. Je crois, mais je comprends tellement qu'il ait fait cela, que si j'avais été à sa place, je suis ni évêque ni prêtre, j'aurais fait, je pense, comme lui. Mais je crois que c'était une erreur, mais j'aurais commis la même erreur. D'accord, très bien. Alors, l'avant-dernier sur lequel j'aimerais avoir votre avis, vous en avez parlé sur le détail, c'est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, si je devais le définir en un mot, c'est le grand débroussailleur. Oui. Et selon ce mot-là que je choisis, c'est un mot positif. Ah, d'accord. Ah oui, tout à fait. Dans cette espèce de situation totalement brouillée, brouillonne et décadente que nous connaissons, il fallait que quelqu'un marque des positions essentielles, qu'il marque des bornes. Et c'est Jean-Marie Le Pen qui a su marquer ses bornes, ses positions, ses références très fortes à une France authentique. C'est lui qui a su le faire. Donc j'ai pour lui la plus grande des sympathies et admiration. Quand je dis débroussailleur, c'est vraiment dans le sens positif. Il fallait dégager la broussaille. Et c'est lui qui a essayé de le faire jusqu'à maintenant. Et le fait qu'il soit républicain Ça n'a aucune importance. Et le dernier sur lequel j'aimerais avoir votre avis, Monseigneur, cet entretien toujours sa fin. En plus, oui, on accuse le Front National en prétendant créer des fronts républicains contre le Front National. Mais le Front National ne s'est jamais déclaré royaliste. C'est une imposture de prétendre monter un front républicain contre un mouvement qui n'a jamais été républicain lui-même. Contre un mouvement qui est républicain lui-même. Qui est républicain officiellement. Alors, cet entretien touche à sa fin, Monseigneur, mais je ne peux pas faire l'impasse sur cette question. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est le 25 août, donc c'est la Saint-Louis. Qu'est-ce que vous pensez de Saint-Louis? Et ce sera ma dernière question pour clore cet entretien. C'est presque une question piège. J'ai évidemment la religion que vous imaginez pour cet ancêtre admirable sur tous les plans et sur tous les points, et c'est vraiment le souverain chrétien dans toute son essence et dans toute son expression. Donc je ne peux pas sinon dire que je le tiens comme j'ai la fierté de pouvoir prétendre être son descendant. Donc j'en suis très fier, bien entendu. Mais cette petite pointe, s'il fallait une exception, il aurait dû mieux contrôler son frère. Parce que ce qui s'est passé dans les deux Siciles a été assez abominable. Et la guerre qui a été faite au dernier des Hohenstaufen est un peu criminelle. La façon dont a été traité Conradin, le dernier de Hohenstaufen, en le faisant exécuter, décapiter, c'est honteux.
Et la façon dont sa mère était traînée avec des chaînes aux pieds jusqu'à sa mort dans la prison est une abomination. Et donc, je trouve que Saint-Louis aurait dû tout faire sur l'autorité qu'il aurait eue par rapport à son frère. C'est tout. Mais par contre, beaucoup lui reprochent les croisades, le fait que pendant qu'il était en Terre Sainte, il ne s'est pas occupé du royaume de France. Il avait d'abord, dans la première partie de ses croisades, il avait désigné la Blanche de Castille, sa mère, qui était une femme d'une remarquable intelligence politique. C'est une des régentes que j'admire d'ailleurs. Ben, Monseigneur, merci beaucoup. Non, je vous en prie.